Quand tu as commencé la poésie? J'avais à peu près l'âge de 30 ans. Et c'était lié essentiellement à un ami. Quand j'avais 20 ans, on a vu un accident de voiture et cet ami-là était mort dans mes bras. Et j'ai toujours aimé la poésie, naturellement, par rapport aux grands chanteurs qui m'ont initié à cela. Jean Ferrat, Léo Ferré, Jacques Brel, Brassens. J'ai toujours lu, mais j'ai fait des études d'histoire. Et la poésie est venue à moi par hasard. C'est-à-dire que j'avais publié ce premier poème qui s'appelait Juillet pour mon ami Jean-Yves Trally, ce camarade qui était lui-même comédien et poète et j'avais écrit son histoire dans un poème, tout simplement. Voilà. Ça a été pratiquement mon premier poème. Et puis après, comme j'étais, j'allais dire, un militant d'éducation populaire pour tous, mon métier fut instituteur. Hein. J'ai toujours aimé enseigner, faire de la pédagogie. Et puis peu à peu, je me suis pris au jeu, et puis pourquoi pas créer une maison d'édition. Mais la poésie, en dehors de devenir éditeur, est venue comme cela en termes d'écriture. Voilà, c'est comme ça. Et est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont marqué ou inspiré? Oui, profondément. Il y a le poète René Guicadou, qui est un poète nantais, qui est mort au printemps 1951, à l'âge de 31 ans. Et son œuvre, Hélène ou le rêve végétal, je vais te citer un vers de lui, par exemple. Celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui. Bon, c'est un extrait. C'est un grand poète lyrique. Il y a bien sûr Léo Ferré qui chante Aragon. Il y a l'œuvre poétique de Léo Ferré m'a touché beaucoup. Et puis j'ai toujours lu profondément les romantiques, Gérard de Nerval. Je suis un grand lecteur sur la page blanche de la nuit. Ça c'est vrai. J'ai toujours été un lecteur de livres et puis aussi à l'oreille aussi, par la chanson. On a maintenant aujourd'hui sur YouTube une possibilité de se cultiver énorme. Et c'est gratuit. C'est une question de désir, de vouloir. Donc j'ai créé ma maison d'édition en 1984-85. Voilà, ça fait longtemps. Comment tu écris tes poèmes? C'est lié à mon cœur et des poèmes d'amour souvent. En fait, je les écris pas, je les laisse venir à moi. Et à un moment donné, je les apprends presque par cœur. Et puis quand c'est le moment de les mettre sur une page blanche, je les mets sur une page blanche. Alors ça peut être 10 vers, 30 vers, 50 vers. C'est comme ça. Bon, c'est lié au fait que, étant éditeur et en même temps enseignant et instituteur, j'ai toujours beaucoup travaillé. Donc c'était presque une façon de me délasser, de me reposer si je puis dire, d'explorer une aventure différente. Comme je lis beaucoup les autres, je me suis pris aussi à moi-même à écrire. Mais quand on est poète et qu'on a une écriture personnelle et singulière, entre guillemets le mot, on ne peut écrire de poésie sans connaître la poésie des autres. C'est pas possible pour moi. Voilà. Et donc j'écris comme ça. Hein. Je crois que c'est très bien, oui, c'est très bien. Et qu'est-ce que tu penses à propos de la poésie actuelle francophone? Alors, pour moi, quand on dit poésie contemporaine, je n'aime pas ce mot-là. La poésie actuelle. Même actuelle. Oui. La poésie actuelle, par exemple, c'est celle que je lis. Ça veut dire vivant, en fait. Je sais. Oui. Mais quand je lis un poème de François Villon, Bon. de la poésie française, pour moi, c'est la poésie actuelle. Quand je lis la poésie d'un poète qui vient d'écrire son poème hier, il y a plusieurs lignes de fracture. Il y a des poésies trop mentales, trop cérébrales. Ce que j'aime, j'ai commencé un peu à regarder ta poésie, et il faut que je sente un lyrisme dedans. Lyrisme de tête, lyrisme de cœur, lyrisme du ventre. Quand il y a les trois en même temps, il faut que ça me touche, il faut que ça me parle. Il faut que les mots de ces poètes-là me fassent l'amour. C'est-à-dire qu'il faut que je me sente bien dans le lit de leur texte. C'est ça que je demande. Voilà.
Alors il faudrait prendre des exemples, mais on n'a pas le temps maintenant de le faire. Et c'est ça. Donc il y a différents types de poésie. Et surtout les poètes qui se mettent au service de leur chant intime, intérieur. Je sens que ça vient du dedans, profondément. Si c'est ça, pour moi c'est gagné à mon niveau. La traduction. Alors la traduction, oui. J'ai pas porté mon livre là de traduction, mais je viens d'avoir une expérience très très fertile en Espagne. Mes livres ont été traduits par l'Université de Grenade et édités chez un éditeur espagnol, la Memoria de las Brasas. Voilà, je montre ce livre-là, Oui. qui a été traduit en Espagne par l'Université de Grenade et Joël Guatelli, et puis publié par chez Ethnográfico, Ediciones Ethnográfico, par le poète Acuyo, par un éditeur espagnol. Et ce livre-là, c'est une expérience fertile. L'art de traduire rapproche les peuples et les hommes et les femmes. Donc pendant un an, j'ai travaillé avec un groupe d'étudiants dont le futur métier de traducteur pouvait s'apprendre avec des auteurs, avec des écrivains. Et dans ma maison d'édition, les éditions du Petit Véhicule, j'ai publié des éditions en bilingue, franco-coréen, franco-allemand, dernièrement ce livre-là, avec Maria Eva Berg, qui a traduit ma poésie en allemand par exemple. Hein, et même un poème que j'ai fait pour ma fille qui a disparu trop tôt dans des conditions tragiques. Ce poème-là a été traduit en espagnol, en arabe, en russe, en polonais, etc. etc., etc. Donc il faut traduire les poèmes. Moi, toi tu es poète qui écrit en turc, je vais lire tes livres d'ailleurs, tes poésies, et comme ça on a une idée de l'âme vive, du langage. C'est important. Chaque poète, chaque pays a ses épopées, chaque pays a ses grands poètes, tous. C'est peut-être là qu'on y trouve des raisons de vivre l'amour et le respect entre les hommes. Et être éditeur, quel effet qui donne pour ta poésie? Je lis les autres, donc je me nourris à leur source, fondamentalement. Et j'aime travailler sur le langage d'autrui. Je considère leurs textes comme des palimpsestes, différentes couches de mémoire. Et j'aime bien plonger dans l'inconnu d'un langage que je découvre. J'adore ça. Et puis on sait très bien que en poésie, quelle que soit la forme qu'elle prend, poésie libre, en vers blanc ou en vers libre, élégie, sonnet, peu importe, les formes, grandeur métrique du poème, c'est des univers qui mènent à l'inconnu. Alors après, l'œuvre représentée est profondément singulière ou a besoin de grandir aussi, d'une certaine manière. Mais j'aime bien ça parce que ça me permet de connaître, en connaissant autrui, l'inconnu de l'autre, ça me permet de connaître l'inconnu en moi-même. C'est capital, essentiel je dirais. Voilà. Est-ce que tu travailles sur tes poèmes? J'ai un travail intérieur qui se fait. Et une fois que le poème est tapé à la machine, je peux retravailler, voilà. Mais c'est comme un laboratoire, comme je prépare un roman depuis longtemps, mes poèmes sont des photographies de mon travail aussi, sur le langage et sur la vie. En fait, je travaille depuis toujours sur le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Orphée, ce dieu grec, qui est un dieu musicien, qui chante l'amour avec sa lyre, qui recherche Eurydice. Et je recherche la voix d'Eurydice, de la partie femme féminine en chacun de nous, et réciproquement, si je puis dire. C'est un voyage mythique, pratiquement. Et tu vois, toi, tu es tout près tu es turc. Entre la Grèce et la Turquie, il y a toujours eu un va-et-vient constant de poésie aussi, profondément, à travers les âges, de toute façon. Et ça, je travaille beaucoup les textes. Et là, en écrivant les romans, ça me permet d'inventer des personnages. Et la poésie m'offre leurs traits de caractère, les routes qu'ils empruntent, pardon. Voilà, je pourrais dire ça comme ça. Est-ce que la poésie est un besoin pour les autres? Si la poésie est un besoin pour le poète, son travail de poète, c'est de le faire passer auprès des autres. Oui, bien sûr, mais c'est aux autres de le dire, automatiquement. Je vais lire un extrait de La Mémoire des Braises,
le 6e continent. De la nuit parler du départ des oiseaux, du chant d'aimer, des retrouvailles d'élèves, de la mélancolie faire naître des oranges de vie, de la solitude lâcher les chiens du conquête, d'une pluie fine ensemencer le rire des enfants, de ce café apprivoiser les déraisons du plaisir, demander aux anges le pourquoi des chagrins, ouvrir la porte aux amis des rencontres, aux premiers chiffres du jour, donner les paroles intimes, aux doigts des femmes les habits lumineux de la nuit, aux villes défaites l'amour définitif, à la flamme bougie le vent des caresses, et toutes les rimes du cœur pour un mot de tendresse, au baiser d'une femme les souffles de la nuit, ouvrir sa tête et dire aux gens perdus les mots du toucher. Une conversation ancienne, la patience ou la musique, la pipe des instants ou la fumée du monde. Quelques prénoms féminins, Michel, Anne ou Malika, et leurs longues jambes plantées au milieu de l'infini. À ce rendez-vous, les voyages du dedans, la pitié de soi-même et l'amour, toujours l'amour, l'amour, le 6e continent, comme une rose de folie. Et j'avais fait des commentaires spécifiques par poème, parce que les étudiants m'avaient demandé d'expliquer le pourquoi de ma poésie. Oui. Expérience formidable. Oui. C'est un court poème que Eva Maria Berg a traduit en allemand, qui s'appelle « L'arbre et le rouge-gorge ». Qu'en venant cacher par l'arbre un rouge-gorge vient vers moi, confiant, il murmure de douces choses. Il sautille, picore, dans l'herbe sa pitance. On dirait qu'il est heureux qu'on le regarde. C'est l'oiseau des solitudes secrètes et discrètes. Puis il s'échappe dans la clairière minuscule d'une haie, entreaperçoit un coin de ciel bleu. Il continuera son chemin. C'est d'Idélie, chante la paix, comme une invitation à la trouver en nous-mêmes. Les quartiers funambules. Les enfants de tes rêves ont mal grandi dans les quartiers funambules de ta tête. Tes lèvres ont mordu la poussière de vie. Tu as marché avec l'exil voyou des songes dans chaque rue lointaine d'une impossible fête. Tu es devenu le loup errant au cinéma des oublis, la romance aux dents comme une femme inventée. À tes pas, un temps d'auberges irréelles et de lits douillets, un temps fou. Cela chante la fragilité des amours, les paradis perdus retrouvés des chansons, les secrets des métaux, sondés par tes yeux. La caresse invente un doux plaisir de fraîcheur. Ma petite sœur, ma maman, je meurs de vous. À chaque nuit que la nuit n'est plus la nuit, à chaque fois que l'asile psy refuse même la folie, l'établissement a perdu mon cœur d'enfant. Je ne suis plus Orphée. Dans tes bras de détresse, maman, j'ai fait les poubelles. Dans la ville du soleil, la rage au ventre, le cristal de mes yeux, quasi défait. Les lueurs de l'aube s'emparaient de la mer. Tu étais assis, là, au bord du rivage, et tu donnais à un chien de nuit l'aumône d'une caresse. Le temps volé au cœur, un temps sans recours.